C'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler cette fois-ci d'un genre littéraire qui sera commenté par le maître Mangelot. Il s'agit ici de la lettre de Nietzsche à Rhodes, écrite le 19 mai 1887. Bonjour maître. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, monsieur José. Alors, c'est vrai que j'ai toujours lu Nietzsche dans ses pensées philosophiques de haut niveau. Mais là, je me trouve devant une lettre qui est écrite de manière simple. Nietzsche, qui est toujours appelé à déconstruire pour reconstruire par la suite, fait des éloges à Rhodes. Il fait des éloges plutôt à Taine. Ouais. Hein, il critique un peu Rhodes. Vous pouvez nous en parler de manière assez détaillée? Bon, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de suivre un certain nombre d'auteurs, des philosophes, et en l'occurrence un philosophe qui m'intéresse énormément, qui s'appelle Michel Onfray. Michel Onfray est en train de faire un travail qui est lié à une période ancienne, qui consiste en ceci que lorsque vous appréhendez ou vous voulez comprendre un philosophe ou un penseur en général, il faut les contextualiser. Les contextualiser en rapport avec ce qu'il est exactement, comment il vit, sa vie philosophique, ses rapports avec les autres. On peut déceler si sa pensée est conforme ou pas. On ne peut pas le prendre seulement sous un angle à un moment donné, mais on doit le prendre aussi par rapport à sa vie sociale. Tous ces éléments composent, il faut contextualiser. Un peu ce qu'a fait Paul Ricoeur sur Sigmund Freud. Oui, c'est ce qu'il a fait, même si je ne suis pas d'accord totalement avec Paul Ricoeur en ce qui concerne les résultats ou les conséquences qu'il tire de ça. Je suis plus en harmonie avec Onfray lorsqu'il a travaillé aussi sur Freud, notamment son grand livre, Les crépuscules d'une idole, où vraiment tout est détaillé dans cet esprit de la contextualisation du travail d'un auteur, d'un penseur. Et puis là, c'était dans le secteur de la psychanalyse. D'ailleurs, on découvre qu'énormément, il y a beaucoup de fantaisie chez Freud, notamment tout ce qui est tiré d'autres penseurs. Nietzsche fait partie des sources de Freud qui ne les cite pas, et il parle de la cryptomnésie, le fait pour lui d'avoir découvert en même temps que quelqu'un d'autre une pensée, ce qui n'est pas vrai du tout, c'est tiré des œuvres de Nietzsche. Alors Nietzsche ici, pour revenir à lui, il fait un travail donc dans ses relations avec les autres. On détermine assez rapidement que sa pensée, son respect de la pensée est imprimé aussi dans ses relations avec les autres. Là, il soutient quelqu'un qui lui paraît très important parmi les philologues. Taine, qui est français, se trouve un des très grands philologues de l'époque et tout ça, qui a une critique très pointue sur la manière dont on doit accéder à l'écriture ancienne. On doit la ramener vers le présent et comment est-ce qu'on doit la structurer, comment est-ce qu'on doit la diffuser. Et la manière aussi de discourir. Donc Taine se trouve parmi les meilleurs de l'époque et Nietzsche en fait mention parce que son ami Rhodes, qui est un ami vraiment profond, c'est un jeune ami, mais qui, de temps en temps, est dans ce qu'on appelle la passion contemporaine, c'est-à-dire qu'il suit un peu le mouvement, puisqu'on est en train de critiquer Taine par un certain nombre de philologues, il profite de l'occasion pour critiquer aussi Taine sans pour autant aller dans la profondeur. Mais les mêmes Rhodes, ça a été les très grands défenseurs de Nietzsche, alors que Nietzsche était vilipendé par tout le monde. Je vous signale au passage que lorsque Nietzsche enseigne à Bâle, à un moment donné, dans l'auditoire, il n'y avait plus que 2 à 3 personnes, simplement, les grands Nietzsche. Mais c'est aujourd'hui qu'on découvre qu'est-ce qu'il disait à l'époque. Mais qu'est-ce qui a fait que l'auditoire n'était pas assez suffisant en termes de nombre? Il n'était pas actuel. C'est ça le problème. C'est-à-dire que dans un texte, Ecce Homo, quelque part, il est dit. Il dit pourquoi je suis si malin, pourquoi je suis en avance par rapport aux autres, pourquoi j'écris d'aussi bons livres. Mais dans cette écriture... Il était un but de lui-même, on dirait. Mais c'était la vérité. Il s'est fait des éloges comme ça. Il était en avance par rapport au temps. Il était inactuel, comme il a dit dans les quatre considérations inactuelles, il les dit, il explique. Et quelque part dans Ecce Homo, il reçoit la correspondance d'un de ses amis, Henri Stein, qui était médecin, qui lui dit « Mon cher Nietzsche, je viens de lire votre Zarathustra, je n'y comprends rien. C'est pas accessible, je ne comprends même pas de quoi ça veut parler. »
Et Nietzsche lui répond en disant, vous avez la chance de ne pas comprendre, parce que ce n'est pas actuel. Et si vous comprenez, vous serez au-dessus des êtres humains, vous serez en avance par rapport aux autres. Vous n'êtes pas outillé pour être en avance par rapport aux autres. Mais les jours viendront où vous comprendrez. Et dans le même texte, un peu plus en avant, Nietzsche dit que certains naissent de façon posthume, et j'en fais partie. Je naîtrai de façon posthume. Mon nom sera cité dans toutes les universités. J'aurai des chaires de philosophie qui parleront rien que de moi. Il y aura des travaux intenses sur ma personne d'ici 100 ans. Et c'est la vérité. Il était largement en avance. D'où il a mis en place son système des attentats qu'il appelle les considérations inactuelles et qui sont assorties de temps en temps des incursions inactuelles. C'est-à-dire, il dit ce qui n'est pas acceptable dans la société en ce moment-là. Est-ce que le fait qu'il soit inactuel n'est pas lié dans sa façon d'écrire en pleine schizophrénie, parce qu'on lui reproche d'écrire en état second, ce qui fait qu'il soit incompris? Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, toujours dans les termes un peu barbares, mais utiles à pouvoir présenter, parce que ces termes ont leur explication. L'effet d'écrire dans un état de maladie, c'est un fait réel, et ça pousse à avoir une réaction qui est liée à cette maladie-là, dans la mesure où il reproche notamment à Épicure d'avoir eu une approche très particulière du plaisir. Donc le plaisir en question doit être un plaisir essentiel. S'il n'est pas essentiel, il n'a aucun intérêt. Notamment le fait d'avoir un rapport sexuel, si ce n'est pas pour procréer, ça n'a aucun intérêt. Ainsi de suite et tout ça. On ne peut pas l'avoir pour s'amuser. Donc ça, c'est la conception d'Épicure. Il y a quelque part aussi, Épicure rappelle que manger de manière fastueuse n'a aucun intérêt. On mange pour se nourrir, pour se tenir en vie. Pourquoi faut-il élaborer la nourriture, la raffiner? Ça n'a aucun intérêt, parce que là, ce n'est pas le même plaisir. Ça, c'est un avantage supplémentaire au plaisir nécessaire par rapport à la vie. Bon, bref, mais on découvre en même temps, et ça, c'est un travail qui est fait à la fois par Nietzsche et par Onfray dernièrement, on découvre que Épicure avait un problème de calcul des reins, par exemple, ce qui fait qu'il n'avait pas besoin des rapports sexuels au sens du plaisir du terme, et puis il n'avait pas besoin aussi des grandes nourritures, parce que ça faisait partie de sa philosophie. Donc, il faut contextualiser. Je reviens encore sur les principes selon lesquels la schizophrénie de Nietzsche, qui est en fin de parcours de sa vie, n'influe en rien par rapport à sa puissance première des philologues et des philosophes par la suite, des penseurs très particuliers, très inactuels et très prometteurs, parce qu'ils voient beaucoup plus loin que les autres. Mais simplement, lorsqu'on lit Ecce Homo, c'est vrai qu'on découvre qu'effectivement, là, il y a la dérive. Il y a une dérive qui est liée à son état de santé. C'est vrai, il y a une dérive à son état de santé, notamment la confusion entre Dionysos de temps en temps avec Apollon. C'est-à-dire que les côtés grecs. Les côtés apolliniens, c'est quoi exactement? C'est les côtés qui est rapporté par Platon dans les cadres quasi christiques. Et on retrouve ça dans la démarche du Christ et tout ça, l'acceptation des souffrances, l'espérance. Oui, un peu moins. L'espérance de l'au-delà suffirait à lui tout seul, c'est-à-dire qu'on est dans l'esprit plus que dans le corps. Alors que Dionysos, c'est dans les plaisirs du corps, c'est dans l'instant même. Donc, Nietzsche est dans une confusion à la fin de sa vie entre ses caractères apolliniens et les caractères dionysiaques. Donc, tout est mélangé un peu, mais ceux qui savent déceler Nietzsche peuvent le déceler en ce moment-là, qu'effectivement, il y a une confusion par rapport à ça. Mais simplement, lorsqu'on est nietzschéen quelque part, c'est la façon de critiquer les choses, de se poser des questions, qui est plus important que Nietzsche nous a légué. On se pose toutes les questions, sans parti pris, sans remettre en cause la spiritualité ou quoi que ce soit. Il faut se poser toutes les questions à tout moment. On ne peut pas déterminer qu'une idée est juste, elle est valable, tant que le questionnement n'a pas mis à l'épreuve cette idée-là. C'est Nietzsche. Donc, comment un fils d'un pasteur va tuer Dieu? Parce qu'il va tuer Dieu et la morale, à travers ses écrits, bien sûr. Oui, mais c'est-à-dire que vous vous positionnez sur une croyance qui est la vôtre. C'est pour ça que vous posez cette question-là. Il dit, il faut poser toutes les questions nécessaires. On n'a pas la garantie de l'au-delà, n'est-ce pas? Nous supposons qu'effectivement l'au-delà peut donner une très belle vie et tout ça, mais on n'a pas la garantie. Donc concentrons-nous sur ce sur quoi on a la garantie, les présents, là, maintenant, l'actualité, ce que nous vivons. Et d'ailleurs, je pense qu'il a largement raison dans la mesure où cette histoire de la foi, c'est une histoire de la verticalité, les rapports qu'on a avec l'au-delà, individuellement. On ne peut pas l'imposer aux autres. Mais ce qu'on
on doit devoir déterminer ou applaudir chez quelqu'un, c'est les rapports avec les autres. Donc l'horizontalité, les rapports sociaux, ce sont les rapports qui sont déterminants, qui sont factuels, qui modifient la vie, l'améliorent ou la détériorent. Mais l'au-delà, on n'a pas la garantie, ce sont les suppositions. Donc ça, c'est la conception nietzschéenne des choses. Ce qui fait qu'on ne peut pas imprimer la morale sur la société, l'esprit, ce qui viendra par la suite sur la société. On doit largement s'imprégner du présent, l'instantanéité. Il est dit dans Zarathustra, mais beaucoup plus. Et lorsqu'il dit « croyant à la terre », « croyant au présent », tout ce qui est surnaturel, personne n'en a la maîtrise. Ce sont les conceptions des uns et des autres. Il peut que ça existe, mais qui en a la garantie? Et nous devons aller vers les choses raisonnables, palpables, dont on a la maîtrise. Donc il se défait un peu, assez largement, d'une partie des Grecs, notamment des Platon, qui étaient vraiment là-dedans, tout ce que je parle d'Apollon et toute cette spiritualité particulière qui est répercutée par la suite dans le christianisme d'une manière assez profonde. Mais lui se détache de ça. Nietzsche, philosophe ou philologue? Les deux. D'abord philologue et philosophe par la suite. Quand est-ce qu'il est philosophe, quand est-ce qu'il est philologue? Écoute, sa démarche première, c'était la quête du savoir ancien, comment ça se passait, les discours anciens, comment ça se passait. Dès qu'on a accédé à ça, on a maintenant tout ce qui a été paramétré par les discours anciens, en commençant par les tout premiers, les tout premiers qui sont Héraclite et Parménide, et puis les autres par la suite. Alors maintenant, ces outils-là vous permettent de pouvoir asseoir une pensée par rapport à l'actualité. C'est ce qu'il a fait. Donc il avait les outils nécessaires à la fois de la lecture du passé et de la façon d'imprimer ça dans le présent et de produire pour le futur. Mais il était largement en avance par rapport à son temps. En quoi il est intéressé par... Qu'est-ce qui l'intéresse dans le contenu de la théorie de Taine? Qu'est-ce qui le marque pour qu'il en arrive à... C'est le travail de Taine. Taine et lui sont en harmonie parce qu'ils font le même travail. C'est-à-dire que tout ce qui tire des bribes du passé, il n'en faut pas forcément les choses déterminantes du présent. Ils disent qu'en ce moment-là, puisqu'il est toujours dans la contextualisation, en ce moment-là, c'est ce qu'on a pensé en ce moment-là par rapport à la réalité du moment. Mais si on doit les appliquer à partir d'aujourd'hui, c'est en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas acceptable par une société qui est fondamentalement chrétienne, judéo-chrétienne, a difficile à appréhender les choses dans ces termes-là. Donc, Taine est dans la même pensée qui est Nietzsche, dans la même démarche de la quête de la vérité. Et c'est de son application sur le présent qu'est Nietzsche. C'est pour ça qu'il est en harmonie avec lui. Ils sont très peu à l'époque à être comme ça parce que l'Église, la croyance chrétienne, catholique est très puissante. C'est une institution très très importante qui gouverne toute la société occidentale. Et par conséquent, être en disharmonie avec elle n'est pas autorisé. Donc ce n'est pas être dans la passion ou les passions contemporaines, comme nous dit Pascal Boniface aujourd'hui, qui est un terme qui me paraît très très important, être dans les passions contemporaines. Ce que pense la société à un moment donné, il faut être avec cette société-là. Si on pense le contraire, on est en disharmonie avec la société et ce n'est pas acceptable. Alors que Nietzsche dit non, ce n'est pas ce qu'il faut faire.